Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 171 avec une innovation, l'Odyssée ou l'innovation permanente, puisque c'est une suggestion que nous ne faisons pas seul, à un, nous ne le faisons pas en duo à deux, mais nous la faisons à trois. Avec qui? Avec Sylvain Schirman, qui est ici présent. Merci Sylvain, bienvenue. Merci Faro. Et Bonjour. qui est vice-président des RCA et administrateur des RCA, notre ami Dominique Young. Bonjour Dominique. Bonjour. Aujourd'hui, cette suggestion à trois cinéphiles de l'Odyssée, eh bien, elle concerne un film on ne montrera jamais à l'Odyssée, en tout cas nous présents à l'Odyssée, on ne montrera jamais, sauf peut-être dans une projection débat unique pour décortiquer, critiquer toute cette dimension, car c'est un film de l'époque nazie qui date de 1935 et qui s'appelle Jeanne d'Arc et qui a été tourné par Mädchen Johanna. voilà, Mädchen Johanna en allemand, bravo, et qui a été tourné par, alors on a beaucoup discuté entre nous comment on prononce, je me jette à l'eau, Gustav Ussicki, qui était un réalisateur assez terne, mais qui était tout à fait conforme à l'échec, si vous me permettez cette expression, du régime nazi. Le film date de 1935, et je voudrais juste attirer l'attention, on aura l'occasion d'en reparler après, mais je vous dirais que 35 c'est après 1934, alors vous me direz qu'il n'y a pas grand mérite à le constater, mais 1934 c'était notamment la disparition de Hindenburg, mais aussi la nuit des longs couteaux, et peut-être qu'il y a des coïncidences à repérer. Et puis dans ce film, il y a une actrice qui était célèbre de théâtre à l'époque, née en Slovénie, à l'époque de l'Empire austro-hongrois, devenue autrichienne par la suite, Angela Saloker, et il y avait aussi des acteurs qui étaient célèbres, Gustav Gründgens, qui avait joué dans M. le Maudit, qui avait joué dans beaucoup de films, qui étaient très connus, qui avait au départ été inquiété parce qu'il était gay, et ensuite, comme il était très connu, on a décidé, le régime a décidé de le ménager. Et puis un autre acteur qui s'appelle Alexander Georg, ou Georges, comme on voudra, qui était même un compagnon de route du Parti communiste allemand, qui avait joué dans Berlin-Alexanderplatz en 1931, et qui va, dès 1933, complètement basculer, comme Gründgens d'ailleurs, et jouer le rôle d'un méchant père communiste dans le jeune hitlérien Quex, et qui jouera aussi dans plusieurs films importants de l'époque nazie, notamment dans celui qui a été probablement le dernier film de fiction qui s'appelle Kolberg, et qui est un film qui a convoqué des moyens absolument extraordinaires. Donc, auteur et décadence d'un acteur comme Alexandre Georg, et puis aussi de ce Gustav Gründgens, qui était vraiment la figure typique du Méphisto, c'est-à-dire qui a vendu son âme pour continuer à être sous les feux de la rampe. Alors, le film parle de Jeanne d'Arc, et je vais tout de suite demander, Sylvain, si tu es d'accord, à Dominique d'en parler. Puisque tu parlais d'histoire, 1935, c'est 7 ans après 1928. Donc c'est évidemment, je pense au film de Dreyer, Oui. La Passion de Jeanne d'Arc, et l'angle n'est pas du tout le même. Dans le film de Dreyer, c'était le procès de Jeanne d'Arc et sa passion, son sacrifice comme on voudra. Alors que dans le film qui nous intéresse aujourd'hui, Das Mädchen Johanna, c'est l'histoire de Jeanne d'Arc en tant que guerrière et que ferment des foules. Alors c'est tout à fait étonnant comme film, parce que en termes de photographie, on est encore très près de l'expressionnisme allemand. Il y a certaines scènes qui me font penser à des gravures néo-gothiques du 19e siècle, avec des ruelles étroites, des atmosphères brumeuses et boueuses. Enfin, c'est vraiment la ville un peu cloaque, comme pouvaient l'être les villes du Moyen
Moyen-Âge, oui. Si tu me permets juste une parenthèse, le décorateur du film est celui qui était le décorateur du film Le Cabinet du docteur Caligari, donc avec tous ces décors expressionnistes, comme Voilà, tu l'as c'est ça, évoqué. voilà. Alors, ce que j'ai trouvé très étonnant, c'est assez paradoxal finalement comme argument, puisque l'idée c'est de dénoncer l'occupation anglaise en France au XVe siècle, hein, donc du temps de Jeanne d'Arc. Mais si on se projette quelques années plus tard, si on regarde le film après l'occupation des nazis en France, il y a quelque chose d'assez maladroit finalement dans la démarche politique. C'est un film évidemment très politique, avec une Jeanne d'Arc qui vient du peuple et qui est là pour montrer la corruption, la pourriture, la décadence des élites. Donc il y a cette idée que quelqu'un qui vient du peuple peut être salvateur. Et là, effectivement, comment ne pas penser à Hitler et à cette émergence de quelqu'un qui n'est pas de l'appareil, qui n'est pas un institutionnel et qui transforme la politique de la même manière que Jeanne d'Arc avait bousculé le cours de l'histoire au XVe siècle. Merci Dominique. Alors, il y a un point commun entre toi et Jeanne d'Arc, au moins un, c'est que tous les deux, vous êtes lorrains d'origine. À toi, Sylvain. Oui, enfin, d'ici à laisser supposer qu'en fait, il y a une volonté de récupération de la lorrainité ou de l'alsacianité par ce film de propagande nazie, il y a un pas que je ne me risquerai pas de franchir en l'occurrence. Okay, et puis, Jeanne d'Arc, elle vient de cette Lorraine qui est déjà, entre guillemets, francisée depuis pas mal de temps vers le duché de Bar, vers ces terres occidentales de la Lorraine qui ont déjà échappé à cette époque-là à l'influence des ducs et du Saint-Empire, où le reste de la Lorraine est encore largement intégré. Après, bon, Dominique l'a dit, c'est un film de propagande à tout point de vue, qui est bien inscrit dans le contexte, parce que cette idée de quelqu'un qui boute l'étranger hors du royaume, on peut l'appliquer à l'Allemagne de 1935 encore, parce qu'à ce moment-là, c'est en mars 1935 que vous avez les premières mesures sur le réarmement allemand. Et en fait, Hitler a bien expliqué qu'il voulait retrouver très vite tous les droits en matière d'armement par rapport aux autres, et donc l'année d'après, il réannexe, ou du moins il transpose son armée dans la Rhénanie, donc se remet à égalité avec les autres. En 1935 aussi, la Sarre réintègre le Reich, et donc on est dans cette thématique-là, mettre l'étranger hors du pays, et ça correspond à quelque chose en 1934-35. Et autant tu viens de parler de la nuit des longs couteaux, qui est une espèce d'élimination des SA, enfin des soutiens du régime par d'autres soutiens du régime, autant vous avez ces scènes dans le film d'élimination entre les différentes fractions du Royaume de France qui sont présentes aussi. Mais il y a aussi en 1934 la première tentative d'annexion de l'Autriche qui avorte, qui montre quand même la réalité de cette Allemagne de l'époque, puisqu'il suffit que Mussolini déplace une demi-division vers le Brenner, c'est un peu plus qu'une demi-division, pour que Hitler arrête immédiatement son opération. Donc parce qu'il n'a pas réarmé encore, comme tu l'as dit. Non, parce que donc c'est un vrai film de propagande à tous les sens du terme, avec ce que ça suppose de caricatural dans les personnages, dans les attitudes, caricatural aussi dans le message. Enfin, celui qui n'arrive pas à lire le message de la sauveuse de la patrie et de quelqu'un qui est l'objet de son propre destin et du destin du peuple ne comprend rien. Donc on est là dans vraiment de la propagande, dans ce qu'elle a de plus grossière, je trouve. Y compris dans la scénographie, avec un usage et un abus des bannières, des oriflammes, et choses comme ça. Et Jeanne d'Arc se promène avec la bannière, avec la grande fleur de lys. Et évidemment, on pense forcément aussi aux premières grandes cérémonies nazies avec les oriflammes à croix gammée. Donc là aussi, le drapeau
c'est Farnhoch, hein, pour citer. Ça rappelle un portrait de Hitler quelques années plus tard, où on le voit avec C'est ça, l'étendard. exactement. L'étendard ensanglanté Exact, de la tentative avortée de coup d'État, du putsch de Munich, de n'est-ce pas? 23. Exact. Et il y avait toute une cérémonie qui faisait que quand cet étendard était mis en contact avec les étendards des sections d'assaut ou des SS, eh bien cet esprit mystique, courageux, héroïque, Qui se était transmettait. transmis Ouais. d'un drapeau aux autres drapeaux et Mhm. des drapeaux aux gens qui portaient fièrement ces drapeaux. Oui. Puisqu'on évoque Nuremberg, le congrès de Nuremberg de 1934 avait comme titre, il a d'ailleurs fait l'objet d'un film de Riefenstahl, Le triomphe de la volonté. Ben, le film 35, c'est le triomphe de la volonté, c'est Jeanne d'Arc qui, parce qu'elle veut, Ah ouais. arrive à ramener le roi à Reims pour le sacrer, arrive à soulever les montagnes. Tout à fait. Alors, si vous me permettez, juste dire que ce film choisit évidemment de raconter plutôt tels épisodes que tels autres épisodes de l'épopée ou du roman, du récit de l'histoire de Jeanne la Pucelle. On la voit intervenir au moment où le roi Charles VII est en mauvaise posture, et puis c'est elle qui va avec son fidèle compagnon, un chevalier dont j'ai oublié le nom maintenant, qui va prendre en charge la résistance malgré visiblement la mauvaise volonté des soutiens officiels du roi Charles VII qui, au fond, n'ont pas pour objectif de sauver le trône de France, mais de profiter pour s'enrichir sur le dos du peuple, du soutien qu'ils apportent au roi Charles VII. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, on voit dès le début du film, car l'action commence dans le camp britannique, où il y a un noble qui dirige les troupes anglaises, et qui est d'une méchanceté, d'une laideur, d'une mesquinerie, et qui n'arrête pas d'aboyer, de crier. Alors c'est très intéressant, et je voudrais juste rappeler que dans un film qui a été tourné par Fritz Lang aux États-Unis, qui s'appelle Les bourreaux meurent aussi, eh bien il y a un officier de la Gestapo qui agit exactement comme ce noble britannique. Je me demande même si, parce que ces films-là circulaient évidemment à l'époque, s'il n'avait pas été un peu le modèle dont s'était inspiré. Et ça, c'est pour aller dans le prolongement, puisque effectivement, il y a à leur corps défendant, pour ces films de propagande de l'époque, une dimension d'anticipation, de préfiguration, et que finalement, c'est non seulement ils occuperont des terrains, mais ils auront un leader qui n'arrête pas de vociférer, comme l'anglais. Mais ça fait penser aussi au dictateur de Chaplin, en fait. Voilà, hein, quand on voit l'anglais qui aboie et qui éructe, on pense forcément à la façon dont Chaplin a filmé, imaginé Hitler en 1940, dans son film de 40. Alors, deuxième chose que je voulais dire, c'est que effectivement, on voit encore les vestiges, parce qu'il y a des grands du cinéma allemand, qui était un des plus grands cinémas avec le cinéma soviétique des années 20, au monde. C'est une production de la UFA, qui est cette grande société de production allemande. Et il y a, je l'ai dit grâce à réflexion de Dominique, le décorateur du cabinet du docteur Caligari, un côté expressionniste très fort. Les noirs et blancs sont très... les costumes, et ça fait un peu casserole, quoi, les cuirasses des gens, mais ça c'est l'époque. Un peu Thierry Lafronde, quoi. Voilà, Thierry Lafronde. Et il y a effectivement toute la patine du savoir-faire, plus les grands acteurs qui sont en train de perdre leur âme. Grungens, on a dit, qui joue le rôle du roi Charles VII. Et Alexandre Georg, qui est une espèce, à mon avis, c'est pour ça que j'ai évoqué 34 et La nuit des longs couteaux, qui est une espèce de rhum, n'est-ce pas, c'est-à-dire ripailleur et aux mœurs un peu dissolues, comme ce qu'on présente comme portrait de rhum, et qui est une brute, qui est cynique et sans aucun raffinement. Et d'autre part, il y a un homme
vous connaîtrez son nom tout de suite, enfin il est connu, Graham Greene, qui en 1935 a fait une critique de ce film. Et Graham Greene, écrivain. Et donc il dénonce la psychologie nazie qui imprègne ce film, qu'il trouve terne et bruyant. Parce qu'effectivement, on vocifère beaucoup, il y a une musique qui est très criarde. C'est un peu les maladresses de l'époque, évidemment. Et ce qui est intéressant, puisque je n'ai rien dit sur l'actrice, qui était Angela Saloker, donc une Slovène de nationalité autrichienne, qui était très connue au théâtre, qui va encore tourner dans un ou deux films, mais qui va refuser de faire plus de cinéma. Et à partir de 1945, eh bien, on la verra tourner dans des séries de télévision, donc à partir des années 50, et plus tellement au cinéma, parce qu'elle a été complètement, probablement, elle s'est rendue compte du piège dans lequel elle s'est retrouvée. Et ce que je voulais dire, c'est que au générique, bien, on se rend compte qu'il y a un rôle qui est celui d'un fidèle soutien de Jeanne d'Arc, qui est incarné par Waiterland. C'est le dernier film où il joue que comme acteur. Et à partir de 1900, Waiterland, c'est celui qui a fait le Juif sus, qui était un type très malfaisant et qui a essayé d'apparaître comme innocent de toute vision pro-nazie et antisémite. Il joue dans ce film un rôle de figurant de deuxième classe, de deuxième ordre, mais c'est quelque chose qui est intéressant. Et alors, en étudiant un tout petit peu cela, je me suis rendu compte qu'il avait eu une fille d'un deuxième mariage, qui, elle, après la Deuxième Guerre mondiale, va se convertir au judaïsme et qui finira par se suicider au début des années 2000. Et une nièce de Waiterland, s'appelait Anne Suzanne Harlan, eh bien, elle va devenir l'épouse de Stanley Kubrick. C'est la jeune femme qui chante à la fin du film Les Sentiers de la Gloire. Ah oui, oui. Et une belle femme. Et elle dit que j'étais très très soulagé, que Kubrick était juif d'origine, que la famille de Kubrick m'accepte parce que j'avais peur d'être catalogué avec cette famille de meurtriers. Donc c'est vraiment un triste cire, ce Waiterland, qui a échappé, malheureusement, l'histoire, c'est parfois les méchants qui gagnent, à toute poursuite sérieuse. Et je dois dire aussi qu'il faut rendre hommage à la page culture des dernières nouvelles d'Alsace, parce que ce film, nous nous sommes procurés grâce à l'information d'un article de Serge Hartmann, qu'on salue ici, qui très très bien, qui est rendu attentif. Alors évidemment, c'est pas du tout Serge Hartmann qui en parle, mais il y a des critiques, même aujourd'hui, le côté parfois angéliquement imbécile de certains. Ah oui, mais il y a quand même des aspects. Alors c'est comme si on prend la Joconde, des aspects bien dans tout ça, et vous collez une étiquette de Coca-Cola en disant, bah oui, vous regardez, il y a l'étiquette de Coca-Cola, mais à côté il y a la Joconde. Alors que c'est un ensemble kitsch, quoi. C'est vraiment ce qui est kitsch. Et reste la question, et là j'aimerais vous solliciter, effectivement, comme vous l'avez dit, mais j'aimerais bien que vous développiez un peu plus, si vous voulez bien. On est en train de faire de la propagande, mais de façon invisible, comme le souhaitait Goebbels. Goebbels disait très clairement que plus elle est invisible, plus elle est efficace, la propagande. Donc là, c'est la figure d'un leader, d'abord le roi Charles VII, qui, pour défendre l'unité de son royaume, dans le film, est obligé de faire, y compris de sacrifier un peu la malheureuse Mädchen Johanna. Et que, d'autre part, il est obligé de composer et ensuite de se séparer de ses alliés encombrants. Il y a quand même, tu l'as évoqué, la nuit des longs couteaux, qui est une... Et il y a Jeanne d'Arc, qui est portée par une espèce qui est la bonne paysanne, qui est portée par cet amour mystique de la royauté et de l'unité nationale. Bon. Et donc, il y a là une figure
parcellaire qui conduit, mine de rien, à légitimer la figure parfaite de ce qu'est un leader à travers la figure à travers la trajectoire de Hitler, eh bien, voilà ce dont Hitler est l'aboutissement dans un long processus historique dont l'aventure et le dévouement de Jeanne d'Arc sont une des étapes de ce processus qui arrive à son plein épanouissement avec l'arrivée au pouvoir de Hitler. Si je peux rebondir là-dessus, je vais rebondir sur l'histoire. Moi, je crois que ce qu'il y a, c'est une écriture de l'histoire telle que les nationaux-socialistes la voient, l'écrivent et la développent. Ce sont des tableaux successifs, et sur chacun des tableaux successifs, tu peux mettre un aspect de l'histoire allemande, mais vu au prisme du national-socialiste. Charles, si j'ai encore bonne mémoire du film, Charles VII, dans la première partie, quand on voit ses vassaux comploter contre lui, Charles VII, c'est l'Allemagne de Weimar. C'est-à-dire, il est victime, oui, poignardé dans le dos, par les ennemis intérieurs qui se mettent à la solde de l'étranger. Oui. Tu n'as pas besoin d'être un grand devin pour savoir quels sont les ennemis de l'intérieur. C'est les juifs, c'est les démocrates, c'est les communistes. Et donc, en fait, tout ce monde-là complote contre leur patrie qui est l'Allemagne, et tout ce monde est à la solde d'étrangers. Les communistes sont à la solde des soviétiques, les juifs sont à la solde du capitalisme international, cosmopolite, tout ce que tu peux imaginer, qui veut la ruine de l'Allemagne, qui est en train de l'asphyxier, même de façon très réelle pour les nazis avec les réparations. L'anglais qui est présent dans le royaume de France, eh bien, c'est les Français qui sont présents sur la rive gauche du Rhin, c'est les Britanniques qui sont présents sur la rive gauche du Rhin, toutes ces troupes d'occupation qui sont présentes en Allemagne jusque dans les années 30. Donc, premier tableau. Les richesses de l'Allemagne. Exact. Premier tableau, l'Allemagne, victime de ses ennemis intérieurs à la solde des extérieurs. Donc, deuxième tableau, la jeune fille apparaît. Blanc. Elle est là et elle veut soulever ce magma. Et donc, c'est aussi, j'allais dire, c'est du patronage avec des tableaux, et à chaque fois, il y a une vision d'histoire. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une révolution, il faut que ce peuple se soulève. Ce peuple a commencé à se soulever, si tu veux, quelque part entre 1932 et 1933. Le voilà qui arrive au pouvoir avec Hitler. Et donc, Hitler peut être l'incarnation, ou une forme d'incarnation de Jeanne d'Arc. Mais moi, je trouve qu'après, ça s'arrête. Parce qu'après, il montre le chemin. C'est-à-dire, il faut le sacrifice de chaque Allemand, comme Jeanne est en train de se sacrifier. Donc, si on veut que l'Allemagne ne retombe pas dans son état antérieur, vous devez, chacun d'entre vous, à l'image de cette jeune fille, vous sacrifier jusqu'à la mort. Parce que la mort de Jeanne d'Arc, c'est quand même pas la fin du royaume de France, au contraire. C'est l'utilisation d'une image un peu christique, hein, pour donner un avenir, un Reich millénaire, un paradis. Donc, comment il s'appelle encore? C'est le duc de Bourgogne qu'on voit se convertir à un moment donné et rentrer dans cette mystique. Donc, c'est une histoire téléologique telle que l'écrivent les nationaux-socialistes à partir de la figure de Jeanne d'Arc, en commençant par ce qu'ils voient comme Allemagne sous Weimar, le nazisme et l'arrivée au pouvoir des nazis, qui est une révolution qui rendra une forme d'éternité à l'Allemagne, et ensuite, chaque citoyen y a sa place, mais à condition que ce citoyen soit le citoyen qui est prêt à donner sa vie pour ce pays. Donc vous devenez des martyrs. Pour que le Reich millénaire émerge, il faut des martyrs. Ce sera une martyrologie, un combat sans fin. Ben, le combat, il est dessiné par Jeanne d'Arc, qui va jusqu'à la mort, et qui accepte la mort. Oui, qui est une sainte. Qui Alors, fait don de sa personne. et c'est une sainte au regard de la religion catholique tardive. Tardive, parce exact. que la canonisation de Jeanne d'Arc ne date que de 1920. Oui. Hein. Donc c'est pas du tout Au lendemain de la Première Guerre une mondiale. sainte historique. Oui. Oui, c'est ça. On est juste après la Première Guerre mondiale.
on est dans la réconciliation franco-britannique, et c'est le moment où le pape veut donner des gages de réconciliation avec la France, Exact. après la loi de séparation de l'Église et de l'État, où les papes précédents avaient tapé sur la France qui était Et persécutrice puis des il y avait cette catholiques. note de Benoît XV pendant la Première Guerre mondiale où il prenait parti pour les empires centraux qui ont C'est perdu ça. la guerre. Voilà. Donc Ouais, tu as ouais. tout à fait raison, on est dans tout ce climat. Et 1920, donc, c'est la canonisation de Jeanne d'Arc qui devient une sainte française, mais une sainte très tardive par rapport à Saint François ou Saint Dominique. Et une sainte d'un courant politique, disons, sinon conservateur, sinon Alors après, réactionnaire, du moins conservateur. elle a été très utilisée effectivement par les monarchistes, parce que, évidemment, Dans la droite, oui. par la droite, mais aussi, puis après par l'extrême droite, mais aussi justement pour montrer l'espèce de génie intérieur du peuple français, où une fille du peuple. Alors que Bertolt Brecht avait écrit une pièce de théâtre, Sainte Jeanne des abattoirs, où Jeanne était la passionnariat des ouvriers des abattoirs qui étaient Oui, mais exploités par Jeanne d'Arc est une patron figure boucher. finalement très plastique, hein, c'est-à-dire Oui. qu'on peut en faire l'emblème de ce qu'on a envie. Hein. On peut aussi dire que c'est une emblème de la Révolution, puisqu'elle secoue. Oui, c'est une gueuse. Et puis c'est l'émanation la du guerre des prolétariat, gueuses. si on veut être Voilà. dans une doctrine Marxisante. marxisante. C'est une paysanne, même pas ouvrière, mais Oui. qui arrive à changer le destin d'un pays. Et là, on est dans le national-socialiste qui encore ne renie pas son côté socialisant, soi-disant. Donc, elle est montrée quand même comme une paysanne par rapport aux élites, en C'est ça. quelque sorte. Oui, c'est les thèmes du fascisme ou du national-socialisme, le petit contre les gros, la soumission à l'État. C'est la thématique du parti agrarien finalement, Exactement. où la vérité surgit du sol, quoi. Donc, Blut und Boden, c'est Voilà. typiquement ça. Exactement. terre et sang. Hein. Enfin, sang et terre. Sol, oui, le sol sol. et terre, pardon. Le sol et le sang. Oui, le sol et le sang. sang. Voilà, je vais vous laisser le soin de conclure, chacun. Simplement dire pour ma part que on est 3, finalement ça semble pouvoir marcher, donc peut-être que demain on sera 10, ensuite 20, en rang les uns derrière les autres. Le plus rapidement possible. Et dans l'attente d'une réouverture des salles de cinéma, dont on verra si ça sera le 17 mai, fin mai ou début juin, ça on est encore dans l'incertitude. Vous avez le mot de la fin et je vous remercie et je vous félicite. Merci beaucoup, cher Dominique, cher Sylvain. Dominique et puis Sylvain, tu conclus. Non, un film tout à fait étonnant. C'est une vraie redécouverte, un film méconnu, et ça je pense c'est un des charmes de l'Odyssée, de retrouver ce genre de trésors complètement disparus des radars. Et un peu vénéneux. Mais vénéneux fait partie des plaisirs de la vie. Voilà. Sylvain? Ouais, moi aussi, je suis très content d'avoir découvert ce film que je n'avais jamais vu, sauf quand tu l'as projeté ici pour nous, en privé. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à la chronique qu'on a faite il y a un instant sur Marc Ferraud. Voilà le genre de document qui permet de dire magistralement l'histoire est une source historique de premier. Enfin, le cinéma, le film est une source historique de première nécessité, ça le confirme magistralement. Bon, avec ça, on peut entrer au moins aussi bien qu'avec les archives dans ce qu'est l'idéologie nationale-socialiste. Merci beaucoup. Nous donne rendez-vous à 3, en attendant aussi parfois des suggestions à 2, avec l'un ou l'autre. Mais pour un prochain film, votre convenance, de votre choix. En attendant, prenez bien soin de vous. Merci. Au revoir. Au revoir.